à tous à l'heure de l'actualité sur la télé Pacifique. À la une de l'actualité, dossier TPS, le gouvernement Lafontaine envisage d'entamer des démarches politiques et diplomatiques auprès des autorités américaines dans la perspective d'une solution, tente de rassurer le directeur général du ministère des Affaires sociales, Rudy Erivo. Entre-temps, parlementaires, défenseurs de droits humains, dirigeants politiques et simples citoyens se disent préoccupés par la capacité du pays à accueillir ses près de 60 000 compatriotes en janvier prochain. 170 pays membres de l'ONU s'apprêtent à parapher ce 8 novembre à Pétionville un engagement à éradiquer l'épidémie du sida à travers le monde lors de la clôture du Forum de l'Amérique latine et des Caraïbes sur le VIH-Sida. Grève des greffiers et huissiers pour exiger de meilleures conditions de travail. Des justiciables appellent les grévistes à considérer les répercussions de leur mouvement, notamment sur la population carcérale. L'Office national d'identification ONI est doté d'un nouveau directeur général. Jude Jacques Elibert remplace Wilson Fièvre à ce poste. Ces titres vous seront développés dans un instant. Merci d'être encore avec nous et nous entamons notre journal avec le dossier TPS, la possibilité pour les États-Unis d'Amérique de ne pas proroger le statut de protection temporaire TPS en faveur d'environ 60 000 Haïtiens vivant sur leur sol suscite de plus en plus d'inquiétudes en Haïti. De nombreux résidents de la capitale, interviewés par Radio-Télé Pacifique, appellent l'administration Moïse Lafontaine à entreprendre des démarches diplomatiques et politiques afin de convaincre les autorités américaines de prolonger ce statut. Reportage Jean-Marc Sondorcet et Riguer Noël. L'éventuelle déportation d'environ 60 000 compatriotes haïtiens bénéficiant du statut de protection temporaire TPS aux États-Unis d'Amérique suscite de vives inquiétudes à travers le pays. Pour des résidents de la capitale, ce serait comme un coup de massue pour Haïti si l'administration de Donald Trump décide finalement de ne plus renouveler le TPS en faveur de ses citoyens haïtiens. Nous sortis aux États-Unis, venir en Haïti, ça a en pile insécurité, en pile problème pour le pays. Parce que l'on regarde l'état pays d'Haïti est là, et pour que les gens rentrent, nous n'avons pas assez côté pour nous recevoir. Dans le pays, il n'y a pas 58 000 personnes qui vont venir, côté de la météo. Est-ce qu'ils préparent pour eux? Moi, ça a un problème moi-même. Parce que je ne dis pas la majorité des Haïtiens qui ne peuvent pas même manger, sont malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Et le gouvernement lui-même déjà a un problème parce qu'il n'est pas en paix tout. Il y a un tas de bagages pour le faire. Sont beaucoup là pour le gouvernement. Pour une autre catégorie de citoyens, le pays n'est pas prêt pour accueillir ces milliers de compatriotes en janvier 2018. Ils appellent le gouvernement haïtien à entreprendre des démarches diplomatiques et politiques auprès de Washington en vue d'empêcher ce refoulement massif. Ni Chambalman avec le président Jovenel a une priorité pour aller chita avec le président Trump pour aller déterminer les Haïtiens, même avec l'autre pays, Al-Chita, pour déterminer les parce que l'opposé 58 000 Haïtiens, vous voyez venir dans le pays, ça là, dans le pays, ça là. Mon cher, pas besoin de cas grave. D'autres habitants de la capitale voient dans cette situation une bonne occasion pour les responsables de l'État haïtien de mettre en œuvre une véritable politique de développement durable pouvant encourager les Haïtiens à rester vivre en Haïti. Haïti, ce pays pas nous, ce pays pas haïtien Claude Boy. Je ne pas croire que c'est la fin du monde. Si ça t'arrive fait, parce que pays nous, c'est pour nous lier. Son politique pour le peuple à Chili, ingénieur pour le Brésil, professionnel, jeunesse universitaire pour le Brésil, il va de tous côtés. Et puis le pays à lui-même, il a le pays. Haïti, c'est un pays qui a moyen pour tout petit pays à vivre. Parce que son pays agricole lié, longtemps nous avons vendre pays étrangers. Notons que ce ne sont pas seulement les Haïtiens qui sont concernés par ce dossier de renouvellement du TPS. Sur la liste figurent aussi des ressortissants de plusieurs pays d'Amérique latine tels que Honduras, Trinidad et Nicaragua. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a accordé un délai de 14 mois aux Nicaraguayens détenteurs du TPS pour quitter le sol américain.
Et toujours sur ce même point, le directeur général du ministère des Affaires sociales, Rudy Erivo, a indiqué mardi que le gouvernement haïtien est préoccupé par le dossier du TPS dont le non-renouvellement pourrait entraîner la déportation d'environ 60 000 ressortissants haïtiens. Selon M. Erivo, le gouvernement entend entrer en pourparlers avec les autorités américaines en vue de parvenir à une solution négociée à la question du TPS. Ces propos recueillis par Maxon Dorsey et Rigueur Noël. C'est que il y a un risque réel pour ne pas renouveler le TPS ça, pour les 58 000 compatriotes qui sont concernés. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'affaires politiques, nous n'avons pas besoin que non tel parti politique pour ça? Non. Mais en réalité, ça, qui ça pour nous faire? Commandez-nous pour nous décider de faire politique dans l'autre genre. Haïtiens besoin de support, on sait qui est menacé par renvoi en Haïti, il a besoin de support, solidarité des acteurs politiques, de la société civile, de tout Haïtien, quelle que soit la tendance politique, et de leurs compatriotes qui sont en situation régulière aux États-Unis d'Amérique. D'où la nécessité que nous mettions tête nous ensemble. Réaliser cette unité, on fait sursaut ça, pour avancer ensemble. Laissez nous jouer une solution. C'est sûr qu'on gagne, par exemple, le ministère des Affaires étrangères, le président de la République d'abord, le Premier ministre Jacques de la Fontaine également, le ministère des Affaires étrangères avec M. Antonio Rodriguez à sa tête, qui a bien pour discuter avec nos représentants de l'autre côté aux États-Unis, d'accord, et l'ambassade des États-Unis à Washington, d'Haïti à Washington, qui travaille sur question. Mais nous avons besoin plus que ça. Il y a la diplomatie, certes, mais il y a aussi la politique. En politique, côté que tout Haïtien impliqué, investi dans le combat ça pour empêcher que ne pas retourner la caille. Autre dossier, depuis plusieurs mois, les tribunaux du pays subissent les conséquences des grèves à répétition observées tantôt par les magistrats, tantôt par les greffiers et les huissiers qui réclament entre autres des ajustements de salaire et de meilleures conditions de travail. Interrogés sur la situation, des résidents de Port-au-Prince expriment leurs inquiétudes tandis que d'autres en profitent pour accuser les magistrats et les greffiers de minimiser les répercussions de leurs mouvements, notamment sur la population carcérale. Reportage Nancy Constant et Francineus. Plus de mois après l'ouverture de l'année judiciaire 2017-2018, les greffiers et les huissiers sont toujours en grève pour exiger, entre autres, des ajustements de salaire et de meilleures conditions de travail. Conséquence, les tribunaux des 18 juridictions du pays sont paralysés. Pour une première catégorie de citoyens, cette situation affecte la population en général, mais vient surtout aggraver la situation des prisonniers et prisonnières. Ils invitent le président de la République à trouver une solution dans les meilleurs délais. Nous pensons que ça a vraiment un gros impact, ça a un gros impact sur la justice haïtienne. Et côté que nous connaissons, nous avons une prison qui vraiment tête chargée avec moun et côté moun attend justice que au pas qu'à joindre justice et nous pensons que nèg yo fait trop plantaire avec causer ça. Le tribunal n'a pas fonctionné, c'est insécurité qui a augmenté et puis plus de délinquance, moun qui yo arrêté qui pas jamais passer devant juge, pas de possibilité de passer devant juge encore parce que m'imagine même que le tribunal a fonctionné malement. L'agent a fonctionné, il n'y a pas jamais arrivé à passer devant le juge. Si il y a une grève dans le tribunal, là, c'est encore pire. Une deuxième catégorie de résidents de Port-au-Prince s'en prend aux grévistes, qu'ils accusent de ne se soucier que de leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la population. Il estime que la grève vient compliquer la situation des plus vulnérables qui n'ont pas accès à la justice en Haïti, manquant souvent les moyens pour corrompre les acteurs du système. Il n'y a pas de justice, même si tu es là, ce n'est pas un sérieux, tu réglé, c'est affaire comme il a réglé. Parce que mettre du pays à la justice, ça donne. Alors que les débrayages s'enchaînent et continuent de handicaper le fonctionnement des tribunaux, la population carcérale augmente et tout comme les cas de détention préventive prolongée. Une situation qui révolte les organismes de défense des droits humains. Au Parlement, le processus d'étude des dossiers des candidats au poste de conseiller électoral permanent se poursuit. Une correspondance a été acheminée à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans l'objectif d'obtenir des informations concernant 5 postulants, dont 3 actuels conseillers électoraux, Simon Saint-Hubert, Frinel Joseph et Uder Antoine, a rapporté le coprésident de la commission bicamérale chargée d'étudier ces dossiers.
Selon Sinal Bertrand, la commission ne peut pas rédiger son rapport dans les certificats de décharge des anciens comptables de deniers publics. Dans le cas contraire, la Constitution ne sera pas respectée, soutient le député Bertrand, qui prévient qu'il ne signera pas un rapport violant la loi mère. Sinal Bertrand. Nous écrivons sur des comptes, nous voulons demander l'information sur 5 personnes et 2 présidents bêtes plus 1 avec Nord et avec 3 personnes qui travaillent dans le Caraïbes. M. Saint-Hubert, Finel, Ide Antoine. Il faut dire, est-ce que nous avons été comptable de deniers publics? Bien que nous connaissions au comptable, mais nous attendons à avis pour supérieur des comptes qui va dire effectivement que nous avons été comptable de deniers publics. Une fois nous jeunes notre ça, nous avons tombé. Quand dit rapport apparaît, il y a fait ça ouvrir. Un moment, on dit son bagage qui est inopportun pour nous foncer à sous KEP permanent, je ne dis pas. Mobilisation, en pile monde dans grand goût, etc. Il n'y a pas de 1000 semaines ça. Mais ça ne veut pas dire pour ne pas continuer le travail dans la commission. Je vais continuer le travail. Si on comprend qu'il y a poté bourré là-dedans, moi, je ne vais pas faire une signature pas maintenant. Parce que je vais le résultat coup supérieur des comptes sous 5 11 heures. Pas rien qui dit que je ne vais pas faire enquête sur de l'autre monde encore. Avec l'article 193 A, je pense que je vais convaincre quel que soit le monde qui paraît devant moi. Parce que l'article 193 A, c'est pour gagner pour le monde venir dans le Caraïbes permanent. L'Office de management et de ressources humaines OMRH, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne en Haïti, a organisé mardi à Pétionville un atelier de restitution des travaux d'un audit réalisé au niveau du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Selon le coordonnateur de l'OMRH, Josué Pierre-Louis, plusieurs ministères sont concernés par cette initiative qui entre dans le cadre de la poursuite du programme de réforme du niveau de l'État. Josué Pierre-Louis au micro de Sylvain et David Mercieuse. Un grand axe que nous avons dans le cadre du programme cadre de la réforme de l'État, PCRE, c'était de doter les ministères de lois organiques. Donc avant même que nous élaborer des lois organiques pour les différents ministères. On connaît que la plupart des ministères lois ont daté de 1983 et que nous avons avec l'Union européenne, qui c'est un bailleur qui est très important, qui a apporté un appui très important dans le cadre de la réforme de l'État. Nous avons fait 6 restitutions d'audit institutionnel et jeudi, donc c'est avec le ministère des Travaux publics, Transports et Communications que restitution a fait. Et demain, ces derniers audits qu'a fait là, donc les concernés sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc comme nous sommes capables de constater que la réforme de l'État est en marche, donc ça avance très bien et que c'est dans ce sens-là qui fait que nous organisons un atelier de restitution ça avec le ministère, tous les cadres du ministère et l'ensemble des organismes autonomes que le ministère Travaux publics, Transports et Communications a assuré tutelle. Le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégère, a prévenu que le pays est appelé à faire face à de nombreux défis structurels. Il a fait remarquer que la plupart des lois régissant le fonctionnement des ministères ne sont pas adaptées aux nouvelles réalités du monde global. M. Dégère a renouvelé la volonté de l'Union européenne d'accompagner Haïti dans ses efforts visant la modernisation de l'administration publique. Ces déclarations. Nous sommes bien sûr préoccupés par l'efficacité et la performance des fonds publics qui sont apportés et investis avec l'État haïtien ici pour le développement du pays. Donc on doit en permanence se poser cette question de l'efficacité et de la performance. C'est pour ça que nous accompagnons fortement l'OMRH dans son effort de modernisation de l'administration publique. Nous avons fait 7 audits de 7 ministères, les grands ministères dépensiers, on va dire, de l'État haïtien, pour voir justement quelles étaient les difficultés, quels étaient les défis auxquels ces ministères étaient confrontés. Alors par rapport à vos questions, le premier défi, je dirais, c'est celui de l'histoire. La plupart des lois organiques de ces ministères ont plus de 35 ans. Pour le ministère des TPTC, c'est une loi qui remonte à 1983. Donc la situation depuis 35 ans, évidemment, elle a changé. Donc il faut moderniser et adapter la structure du ministère à ces nouvelles réalités du terrain. Donc ça, c'est l'un des premiers défis auxquels on est confronté. Ce qu'on a constaté dans cette période, et comme le DG l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a créé une multitude d'organisations, des organismes autonomes qui sont chargés de pans qui étaient autrefois de la responsabilité du ministère des Travaux publics.
c'est la DINEPA, c'est la gestion des aéroports, c'est la gestion de l'eau et de l'assainissement. Voilà, toutes ces questions-là, de Conatel, voilà, c'est tous ces organismes qui ont été créés. Mais ça a été créé de manière souvent ad hoc, sans forcément un pilotage politique, je dirais, du côté du ministère des Travaux publics. Donc ce qu'on essaye de faire avec cet audit, c'est de redonner la fonction politique de pilotage de ces politiques publiques au ministère des Travaux publics. Autre point, le directeur général du ministère des Travaux publics, Transport et Communication, Max-André Wilma, a rassuré que des dispositions ont déjà été prises afin de combler les failles révélées par les auditeurs. Il a mis l'accent sur la réforme de la loi organique du MTPTC et la mise en place de plusieurs commissions pour renforcer la capacité de l'institution. Max-André Wilma au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Comme directeur OMRH a dit, donc coordonnateur a dit, donc le ministère des Travaux publics lui-même tout emboîté le pas. Et il y a des commissions déjà formées par ministère, l'ingénieur Fritz Caillot, pour nous commencer à voir dans quelles mesures nous prenons la loi organique. Okay? Et ça va permettre que nous ayons une meilleure articulation avec l'OASTO et renforcer du même coup les directions départementales qui sont piliers sur la au point de vue économique, social et juridique tout dans le domaine. Et évidemment, nous, les rapports nous dans le ministère des Travaux publics, il n'a pas appliqué, mais ça va prendre du temps. Évidemment, ça va prendre du temps. Et avec l'Union européenne qui est là avec nous aujourd'hui, nous déjà avons un bon parti que nous déjà attaqué déjà. C'est comme ça que l'audit a marché, qui révélait et comme ça nous-mêmes tout, nous mettons au pas. Il y a des changements sur la table qui fait au point de vue, comme je disais tout à l'heure là, relation qui gagne entre le ministère des Travaux publics avec l'OASTO. Et c'est sur ça que nous travaillons. Parce que la loi qui définit ça, sont lois qui déjà sont là qui a très longtemps. Il va falloir que nous revoyions. Et à partir de ce moment, qu'on y a une meilleure application de loi, nouvelle loi qui va le faire là, et ça va permettre de nous porter de meilleurs résultats pour la population. Et nous terminons ce journal avec le dossier de justice et de sécurité publique. Le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Claude Pierre, a procédé lundi à l'installation de Jude Jacques Elibert comme nouveau directeur général de l'Office national d'identification en remplacement de Wilson Fièvre. S'exprimant à l'occasion, Jean-Claude Pierre a insisté sur la nécessité pour l'ONU de doter tous les citoyens et toutes les citoyennes de leur carte d'identification conformément aux vœux du décret de 2005. De son côté, le nouveau directeur général a remercié ses supérieurs pour leur confiance. Jude Jacques Elibert a sollicité le soutien de ses collaborateurs pour pouvoir remplir sa mission, a indiqué une note du ministère de la Justice datée du 7 novembre 2017. Merci d'avoir été des nôtres. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir.